Bienvenue à vous tous et toutes pour cette pause déjeuner sur les projets lauréats de l'alimentation durable. Cette pause déj qui est organisée et animée par les Imaginations Fertiles dans le cadre des prix Toulouse Impact. Donc les Imaginations Fertiles, en fait, on organise et anime depuis maintenant plus de 5 ans des événements un peu comme ça, des pauses déjeuner, pour mettre justement en avant des projets plutôt de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale, etc. Et donc ces pauses déj, c'est des temps un peu informels. Voilà, on est en train de déjeuner, en train de papoter un tout petit peu avec des questions-réponses pour mettre justement en avant des projets. Voilà, des projets à impact social. Donc on est ravis de pouvoir venir ici, que Eden aussi puisse nous accueillir aujourd'hui dans leur tiers-lieu, avec plein d'acteurs en fait qui travaillent ici sur place. Peut-être juste redire un tout petit peu les objectifs de Toulouse Impact, puisque bon, on profite aussi, c'est le mois de l'ESS, donc il faut le dire aussi, le mois de novembre normalement c'est le mois de l'ESS, donc quoi de mieux que mettre en avant voilà, des projets qui ont eu un prix ESS par Toulouse Métropole. Donc les objectifs sont de renforcer le soutien à la création et au développement des structures de l'ESS et innovation sociale, contribuer à valoriser les initiatives inspirantes au sein du territoire, les faire rayonner au-delà et accroître la transversalité de l'ESS au sein de ses politiques publiques. Donc à part tout ça, en fait, il y a eu 3 défis qui ont été identifiés par Toulouse Métropole. Dans le premier, c'est l'innovation économique et sociale, dont nous avons un lieu totem qui a été identifié par la métropole de Toulouse, qui est les Imaginations Fertiles. Le deuxième défi, qui est l'économie circulaire, dans le lieu totem, c'est les herbes folles. Et le troisième défi, avec l'alimentation durable, avec ce lieu, Eden, en fait, qui a été identifié par Toulouse Métropole, sur l'alimentation durable. Donc Eden, un espace d'expérimentation dédié à l'alimentation et à l'agriculture urbaine. On a le plaisir de pouvoir accueillir les prix et les lauréats de Toulouse Impact sur l'alimentation durable. Et en plus, on compte avec toutes les lauréats, en fait. Voilà, merci déjà à vous tous de vous avoir mobilisés aujourd'hui voilà, pour cette pause déjeuner. Merci à vous toutes et tous d'être là. Merci aux Sources du Nil pour le repas. Donc, je le finirai après la présentation. Je suis Cathy Mazoyer-Bongès, je suis la directrice de l'association VRAC. VRAC, ça veut dire Var Réseau d'achat en commun. C'est une association qui est arrivée sur Toulouse en 2018. On est membre d'un réseau national. C'est un projet qui a été initié à Lyon dans l'objectif est de développer des groupements d'achat pour et par les habitants dans les quartiers prioritaires de différentes métropoles. Donc on est sur Lyon, on est à Toulouse, on est sur une 13 villes là, en France. Et donc sur Toulouse, donc on est présent sur différents quartiers. Donc à savoir Bellefontaine, Bagatelle, Rennery, Trois-Cocus, donc pas très loin d'ici, et Soupetard. Donc avec pour objectif en fait de faire tomber certains freins et a priori qu'on peut avoir vis-à-vis de produits alimentaires ou d'hygiène dits de qualité. Donc on est sur des références bio, écologiques en circuit court. Et donc pour faire tomber ces freins, on développe du coup des groupements d'achat avec les habitants dans les quartiers, mais pas que, sont invités tous les habitants de la métropole à adhérer et à venir commander toutes les 6 semaines des produits alimentaires. Donc on est sur des produits secs du type légumineuses, pois chiches, lentilles, il y a des pâtes, il y a des fruits secs, on a des produits d'entretien du type lessive, liquide vaisselle, des produits d'hygiène aussi, shampoing, petite crème. Donc ils passent une commande et ils viennent récupérer ensuite leur commande sur des points de distribution qu'on organise du coup sur ces différents quartiers. Et donc avec des références qu'on revend à prix quasi coûtant. Donc dans le faire tomber des freins, il y a évidemment déjà le prix, faire en sorte à ce que ce soit accessible. Et pour que ce soit accessible, on est accompagné évidemment par des partenaires qui vont pouvoir nous aider à faire face aux frais de fonctionnement, les salaires, les locaux. On a d'ailleurs notre local de stockage sur le site d'Eden. Voilà, un espace qu'on partage avec une structure qui s'appelle À Croquer. Et puis tout le matériel en fait qu'il faut bien avoir aussi sur nos distributions.
Les distributions, il faut imaginer un espace du type centre social. Donc en temps normal, il y a de l'accueil, du public qui passe. Et nous, quand on arrive, en fait, on pousse tout. On met des tables et des balances et on y amène aussi toutes les références qui ont été commandées par les adhérents. Au maximum en vrac. Donc s'il y a 10 kg de farine qui ont été commandés sur un point de distribution, on va mettre 10 kg de farine. Sauf qu'il y a 10 adhérents en fait qui ont commandé chacun 1 kg et donc ils vont arriver avec leur propre contenant. L'idée c'est de pouvoir aussi travailler sur moins de production de déchets. Et là aujourd'hui, donc sur ces 5 points de distribution, tous les cycles, donc toutes les 6 semaines, on a entre 200 et 250 commandes qui sont passées. Donc c'est 250 familles qui passent commande. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Donc l'idée c'est de travailler aussi sur le restant à vivre des habitants. Donc sur toutes les références en vrac, on peut très bien commander 100 ml d'huile d'olive. Voilà, dans l'absolu. On peut commander aussi le bidon de 5 litres, voire 10 pour ceux qui font des commandes groupées. Cette limite, ce sera la limite des producteurs. Et évidemment nos capacités aussi de stockage. Ça compte pas mal. Et donc voilà, on va pouvoir parler donc de gestion des déchets, de prix évidemment, donc accessible pour les adhérents et un prix juste aussi pour les fournisseurs. On essaie aussi de faire en sorte à ce qu'il y ait le plus de liens possible entre les fournisseurs, les producteurs et nos adhérents. Donc soit certains vont pouvoir venir sur les points de distribution, se présenter, parler de leurs références, de leur travail, voire aussi aller voir les producteurs. Là, le mois dernier, on a eu une visite auprès de notre producteur de jus de pomme qui est à Moissac. Et voilà, on a une dizaine d'adhérents de VRAC et aussi une dizaine d'adhérents du Centre social de Bellefontaine, du coup, qui sont allés à la rencontre du producteur de jus de pomme. D'ailleurs, c'était sa première fois. Voilà, on était contents à ce qu'il puisse jouer le jeu. Voilà. Et apparemment, les adhérents étaient contents aussi. Donc voilà, retrouver ce lien aussi donc, avec la terre. Parler évidemment de santé, on est sur des produits sains pour la santé. Et donc on va pouvoir aussi travailler avec des nutritionnistes qui vont pouvoir aussi se présenter, intervenir aussi sur nos points de distribution. Ça peut aller aussi jusqu'à la production de livrets, de recettes de cuisine avec aussi des informations nutrition. Et enfin le lien social, hyper important pour nous. Donc les points de distribution s'organisent dans les quartiers parce que c'est là où il y a le moins d'offres, c'est là où il y a le plus de besoins. Mais on peut habiter place du Capitole, place Miculot, place Abba-la-Reinerie et adhérer à l'association. Cet enjeu de mixité aussi est important pour nous. C'est pas parce qu'on n'habite pas dans les quartiers qu'on n'a pas besoin. Mais par contre, ça se passe dans le quartier, donc il faut pouvoir y venir. En général, c'est accessible en transport. Et donc autour de tout ça, ensuite pendant les distributions, il y a vraiment, c'est un temps de vie en fait qui s'organise toutes les 6 semaines entre les adhérents. Certains découvrent aussi des nouveaux voisins, certains deviennent meilleurs amis aussi, c'est arrivé. Et tout le monde échange autour de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils achètent. Et de là, nous en fait, on capitalise là-dessus pour pouvoir leur apporter en fait plus de savoir. Et pour ça, on va faire appel aussi à des partenaires, je pense notamment du coup au Jardin de Cocagne, il y aura une petite présentation aussi, mais ils sont sur des paniers de fruits et légumes, donc sur du frais, nous qu'on ne fait pas. Et l'idée c'est de pouvoir présenter aussi ce type d'initiative et ensuite d'aller plus loin aussi à travers des différentes actions. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a reçu aussi donc ce prix Toulouse Impact via donc la Banque des Territoires, et cette enveloppe va nous permettre de pouvoir dire oui aux adhérents. Ils ont plein d'idées, ils sont source de pas mal d'initiatives. Ça va de monter une opération nettoyage dans son quartier à un atelier cuisine, mais qui partent de leurs souhaits, de leur volonté. Comme toutes les références dans notre catalogue, toutes les nouvelles références en fait à la demande des adhérents. Et l'idée c'est de pouvoir en fait leur dire oui tout de suite, pas leur dire telle action, il nous faut quelques financements, va falloir chercher des sous, ça va mettre un an, non, on va pouvoir leur dire oui là maintenant tout de suite. Donc voilà, on va pouvoir accompagner nos adhérents et nos bénévoles. Très actifs quand même, parce que donc aujourd'hui on est 4 salariés. Donc moi en tant que directrice, on a William qui est référent logistique et informatique,
et Natalia et Claire qui gèrent du coup les différents points de distribution. Sont avec nous les 400 adhérents qu'on a actuellement. Et parmi ces 400 adhérents, il y a une centaine de bénévoles très actifs. On ne peut pas organiser les distributions s'il n'y a pas de présence d'adhérents, donc de fait de bénévoles. Ils vont nous aider sur les points de distribution à installer, à déballer, à accueillir aussi les nouveaux adhérents, mais aussi à préparer les commandes au local de stockage, à réceptionner les marchandises. Et voilà, c'est vraiment de faire en sorte à ce que ce soit des groupements d'achat, pas que par, mais aussi pour les habitants. Voilà un petit peu pour VRAC Toulouse. Puis voilà, après, au-delà de l'accompagnement des initiatives qui seront portées par les adhérents, on prévoit aussi de nouvelles ouvertures de groupements. On espère en 2022, cette fois-ci hors de Toulouse, parce qu'on s'appelle Toulouse Métropole, et notamment sur Colomiers, et ensuite à l'étude d'autres quartiers aussi. Bonjour, donc je m'appelle Amandine Monteil, je suis coordinatrice de l'association Cocagne Alimentaire. On fait partie nous aussi d'un réseau national, le réseau Cocagne, qui existe depuis une trentaine d'années dans toute la France et qui fait de l'insertion par l'activité économique avec comme support le maraîchage bio, donc produire des légumes comme support pour accompagner des personnes en recherche d'emploi. En Haute-Garonne, donc on travaille de manière étroite avec les jardins de cocagne de Haute-Garonne. On fait tous partie d'un même groupement, le groupement Cocagne Haute-Garonne. Il y a 4 jardins de cocagne sur tout le département, 6 sites de production et l'un des jardins, le dernier né d'ailleurs, est sur le territoire de Toulouse Métropole. Il est à Fenouillet. Il a ouvert en mai dernier. Et il a été monté en coopération très étroite avec la commune de Fenouillet. Donc ça, c'est le panorama cocagne en Haute-Garonne en général. Et donc Cocagne Alimentaire est une association qui a été créée fin 2019, en particulier pour travailler tout ce qui est accès de tous, en particulier des plus fragiles, à une alimentation de qualité, et donc plutôt, comme le disait Cathy, sur le volet légumes. Donc ça faisait déjà plusieurs années que les jardins de cocagne ont commencé à développer cette idée de panier solidaire qui est de finalement permettre à des personnes qui ont des revenus moins élevés d'accéder à nos paniers à travers un partenariat avec des structures sociales du territoire qui peuvent être des CCAS, qui peuvent être des centres sociaux, des régies de quartier, mais aussi des associations de citoyens. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit groupe sur un territoire qui se mobilisent pour que des personnes qui ont moins de revenus puissent accéder chaque semaine à des fruits et légumes. Donc on essaye aussi d'ancrer le changement de pratique dans cette régularité hebdomadaire. Et c'est vrai que, un peu comme dans une AMAP, quand on récupère chaque semaine un panier et qu'on n'a pas choisi ce qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est fonction de la production de la saison, on change de pratique culinaire. Il y a besoin de s'adapter un peu, finalement d'adapter sa manière de cuisiner à ce qui est disponible sur le territoire, dans son frigo, dans son placard, dans son panier, à l'instant T, plutôt que d'avoir une idée de recette et puis d'aller faire toutes les courses qui vont avec. Et du coup, on s'est rendu compte que pour travailler cette notion-là d'accessibilité, l'enjeu n'était pas juste de trouver le bon modèle économique pour rendre le produit financièrement accessible ou le bon modèle logistique pour permettre à nos structures partenaires d'accéder à des paniers déjà conditionnés, de faire le lien aussi avec les producteurs, puisque les légumes ils viennent des jardins de cocagne, mais ils viennent aussi d'autres partenaires. Donc il y a tous ces aspects-là de solutions techniques à trouver à travers les paniers, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un gros enjeu autour d'accompagner le changement de pratique alimentaire. Et c'est pour ça que Cocagne Alimentaire a été créé pour travailler davantage cette notion-là à travers des ateliers, à travers des outils d'éducation populaire, de comment on s'approprie de nouvelles habitudes. Et ce, finalement, aussi bien pour des adhérents paniers solidaires, donc des personnes en situation de fragilité, que pour le grand public en général, parce que finalement, on a tous des réflexes culinaires à changer si on veut être davantage sur de l'approvisionnement local. Et puis aussi un travail avec ces intervenants sociaux, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, parce que quand on a commencé à faire les paniers solidaires, on travaillait beaucoup avec des acteurs historiques de l'aide alimentaire.
Et il y a une notion de, finalement, la qualité, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. C'est pas la priorité, c'est pas la connexion avec l'agriculture locale, c'est pas prioritaire. Et donc, on s'est rendu compte que c'était important que faire changer finalement le regard qu'on a sur l'accès de tous à l'alimentation durable, ça passait aussi par travailler avec ces bénévoles, avec ces professionnels. Et donc tout le travail qu'on essaye de mener, il est sur dépasser un peu la frontière entre bénévoles, bénéficiaires, se dire que finalement on est tous dans le même bateau à travers cette question de l'accès à l'alimentation durable. Et donc ça passe par, là depuis plusieurs mois, un gros travail d'expérimentation sur différents formats d'ateliers, différentes formes d'animation en salle, dans l'espace public, en visio pendant le Covid, mais ça c'était pas un objectif en soi. Mais en tout cas voilà, on essaye de travailler les formats d'animation, d'être beaucoup sur de la co-animation aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, par exemple quand on fait un atelier cuisine, on n'est pas sur donner un cours de cuisine, on va être beaucoup plus sur valoriser les compétences des participants, peut-être réfléchir ensemble à la prochaine fois vers quelle destination on voyage avec nos produits bien locaux. Finalement, on peut aussi cuisiner exotique, différent, festif. Donc vraiment avec cette notion de valoriser les compétences des participants, partir des aspirations des personnes et voir comment finalement cuisiner local, des produits locaux de qualité, c'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément hyper compliqué, long, ou voilà, faire sauter toutes sortes de freins autour de ça. Et donc en lien aussi avec des élus, avec des structures sociales d'un territoire, essayer de faire finalement quartier on travaille aussi avec des communes en dehors de Toulouse, sur un même territoire, pouvoir sensibiliser différents acteurs et ne pas se cantonner aussi au réseau traditionnel d'aide alimentaire, mais dire qu'il y a vraiment plein de réseaux associatifs solidaires. Et donc c'est notamment ce qu'on fait à Fenouillet, de pouvoir associer des soignants et leurs patients, de pouvoir associer des structures qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, des seniors, les écoles, les périscolaires. Donc voir que voilà, pas être un public et un type d'action, mais vraiment, comme le disait vraiment Cathy, être sur la rencontre, le lien social avec l'alimentation qui est un super prétexte à tout ça. Et puis l'autre volet sur lequel on travaille, et notamment en lien avec l'aide de Toulouse Impact va nous être précieuse pour ça, c'est tout ce qui est dimension emploi autour de l'alimentation durable. Donc les jardins de cocagne sont depuis longtemps dans le domaine de l'insertion par l'activité économique par le maraîchage. Donc il y a cette dimension-là de pouvoir favoriser l'inclusion de personnes par la production de légumes. Mais on est aussi sur cette même dynamique dans Cocagne Alimentaire autour d'activités sur l'animation d'ateliers, la médiation sociale autour de l'alimentation et de pouvoir permettre à des personnes qui finalement ont participé à nos premiers ateliers, d'aller aussi sur des parcours d'insertion par l'activité économique. Et puis de le faire en lien avec un maximum de partenaires qu'on repère sur le territoire. Et donc on a effectivement bien repéré les partenaires d'Eden et de nombreux autres partenaires sur Toulouse Métropole. On vient de boucler la première édition d'un parcours de découverte des métiers autour de l'agriculture et l'alimentation, qui s'est terminé juste là la semaine dernière. Et on va le rééditer début 2022. Là, l'idée, c'est de favoriser, de prendre un petit groupe. Donc là, c'était sur le premier parcours, c'était essentiellement des jeunes issus orientés par la mission locale au Mirail. Mais c'était ouvert, ça pouvait être ouvert à tous âges et tout type de profil. Et l'idée, c'est pendant 2 semaines et demie d'aller à la rencontre de professionnels, de pouvoir rencontrer aussi des structures de formation, de pouvoir rencontrer des acteurs qui montent des projets et qui sont en recherche, qui peuvent recruter en insertion, qui peuvent être en recherche de stagiaires, qui peuvent recruter sur des emplois tout à fait standards aussi, et puis d'ouvrir un peu le champ des possibles tout en étant réaliste sur où est-ce qu'il y a des débouchés, c'est quoi les contraintes aussi concrètes autour de ces emplois. Donc on a beaucoup aimé mettre en œuvre la première édition et on prépare déjà la suite pour 2022. Donc, je m'appelle Florian Champoux, je suis co-gérant de la SCOP Terre au Ciel. Donc Terre au Ciel, aujourd'hui, on est 7 salariés avec des profils variés,
4 ingénieurs agronomes, 2 paysagistes et 1 maraîcher. Et on a maintenant 3 activités principales qui sont une partie bureau d'études liée à l'agriculture urbaine, deuxième activité d'atelier de paysage et une troisième activité dont je vais parler un peu plus précisément qu'on appelle les carrés maraîchers. Donc juste pour évoquer les 2 premières qui sont vraiment les activités historiques de Terre au Ciel, le bureau d'études, là c'est plus les agronomes qui travaillent sur cette partie. Et l'idée est de développer des projets d'agriculture en ville. Et donc ça tourne autour soit de faisabilité pour par exemple une collectivité qui trouve un terrain, qui veut faire de l'agriculture sur ce terrain, mais qui se rend compte que en fait, le terrain est trop petit par rapport aux standards de l'agriculture on va dire classique. Et donc elle se dit est-ce que c'est possible, comment c'est possible. C'est là où on va intervenir jusqu'à aller, quand c'est possible, du coup, identifier un porteur de projet qui du coup, de fait, en fait, se retrouve un peu toujours être la perle rare, justement parce qu'on n'est pas dans des schémas classiques d'agriculture. Ou plus largement, définir des stratégies de développement d'agriculture urbaine à l'échelle d'un territoire, parce que ça devient à la mode, en fait, l'agriculture urbaine, et du coup, il y a plein de collectivités qui veulent se lancer là-dedans. Et puis en fait, qu'une fois qu'elles ont dit on va se lancer là-dedans, elles se disent mais pourquoi on s'y lance, comment, où, avec quels moyens, c'est quoi l'objectif, est-ce que c'est social, est-ce que c'est économique, est-ce que c'est environnemental, est-ce qu'on veut que les gens sortent dehors, se renouent à la nature, ou on veut les rendre autonomes en légumes, et c'est là où du coup on va aussi voir avec eux pour ensuite trouver des moyens d'action. Donc ça c'est la partie bureau d'études. Sur la seconde partie, l'atelier de paysage. Donc là, c'est ce que je disais, il y a des paysagistes. Donc, dans le jargon, c'est paysagistes concepteurs. Donc, en fait les paysagistes Bac+5 qui sont sur vraiment la conception. Il y a des architectes qui font la conception des bâtiments et il y a des paysagistes qui font la conception des espaces verts. Et donc là, l'idée est bien de faire cette conception des espaces verts, surtout dans l'habitat collectif. Et de plus en plus, on se lance aussi sur les marchés publics, donc sur des espaces publics. Et pour nous, l'idée au départ était vraiment de toujours renouer le lien entre le consommateur et le producteur via justement cet atelier de paysage. Donc c'est pas de faire du paysage pour faire du paysage, mais l'idée est quand vous imaginez votre appartement, vous avez du coup un chemin que vous allez parcourir entre l'entrée, la porte d'immeuble et le parking. Et sur ce chemin, généralement, il y a des arbres, il y a de l'herbe, il y a des arbustes. Mais sauf que si vous demandez qu'est-ce que c'est comme arbuste, qu'est-ce que c'est comme arbre qu'il y a, en fait, 99% du temps, vous ne savez pas répondre. Vous ne savez pas donner l'essence de l'arbre, ni même parfois même la couleur. En fait, c'est là où on se rend compte pourquoi, quoi. Tout le monde veut du vert, tout le monde veut du paysage, mais en fait, la plupart du temps, c'est une charge, quoi. C'est obligatoire de le mettre parce que les règles sont comme ça. Et en fait, on ne le regarde plus, c'est devenu quelque chose qui est très contraint, cadré, presque en exagérant, minéralisé. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si la haie justement de laurier sur laquelle vous passez devant tous les jours, si demain elle devient une haie de groseilliers, de framboisiers, et l'arbre, c'est plus un sapin, mais un pommier, un kiwi, là en fait vous allez savoir ce que c'est. Et en plus, il va se passer autre chose, c'est que vous allez aller cueillir les choses, vous allez être tout de suite reconnecté un peu au rythme des saisons. Et nous, en fait, on peut venir derrière et faire plus un rôle cette fois-ci d'animateur, où on va faire des ateliers. Alors quand c'est juste des arbres fruitiers, il n'y a pas énormément d'ateliers possibles et l'ambition ensuite de lien social n'est pas non plus énorme. Reste que, comme je le disais, on peut travailler certaines thématiques. Mais l'intérêt, c'est aussi, quand c'est possible, d'aller vers du potager, qui est mis en pied, qui est aménagé en pied d'immeuble et conçu en amont, ce qui permet d'éviter aussi certaines erreurs où en fait parfois on nous dit là venez il y a un potager, ah oui mais il n'y a pas d'eau, ah oui mais en fait il y a le bâtiment qui est au sud et du coup on a de l'ombre partout. Voilà, on va travailler ça et donc quand il y a du potager, là on fait un vrai rôle d'animateur, on revient souvent pendant 2 ans pour accompagner des gens qui sont habitants, qui auraient aimé jusque-là jardiner, mais qui n'ont jamais jardiné, qui s'intéressent finalement à leur alimentation de près ou de loin. Et là, en fait, en mettant les mains dans la terre, elles vont se reconnecter à leur alimentation. Elles vont se rendre compte qu'en fait, les tomates, elles n'ont pas le même goût que ce qu'elles ont mangé pendant 50 ans de leur vie. Donc,
Et là, en fait, on peut vraiment travailler le fond, avoir du coup un impact, une portée environnementale, et avoir une portée sociale, parce que le collectif, les habitants, c'est aussi des voisins qui, pour la plupart, dans des grosses résidences, ou pas d'ailleurs, pas forcément des grosses résidences, mais c'est difficile de se rencontrer. Et là, en fait, on trouve un endroit où se rencontrer. Et j'en arrive du coup à la troisième activité, carré maraîcher, qu'on pourra aller voir en physique, puisque c'est juste à côté. En faisant en fait ces métiers de grosso modo animateur, agronome, on s'est rendu compte que y a plein de monde en fait en ville qui s'intéresse à son alimentation, qui aimerait jardiner, mais qui ne le font pas parce que grosso modo ça tourne autour de 3 freins principaux qui sont soit le manque de temps, il y a le travail en journée, il y a les enfants le soir ou d'autres choses. C'est pas forcément évident d'aller dans son jardin, d'aller arroser toujours, etc., etc. Donc soit le manque de temps, soit le manque de connaissances. Ça, c'est le problème, en fait, par exemple, des jardins partagés où on se retrouve un peu, là, des fois, face à une parcelle de 100 mètres carrés, par où je commence, comment je m'y prends. Moi, je n'y connais rien, de toute façon, j'ose pas y aller, même si on me dit qu'il y a des solutions possibles. Manque de temps, manque de connaissances, ou bien sûr, manque de terrain. Manque de surface pour faire un potager en ville. Et donc, on avait envie d'essayer de trouver une idée. Et puis, l'idée est venue avec l'appel à projet de Toulouse Métropole qui s'appelle Dessine-moi Toulouse, qui du coup nous a permis d'avoir accès à un terrain. Alors, on espère avoir accès justement à ce terrain au printemps prochain, qui est juste au-dessus de Borderouge, sur le quartier Paléficat. Et où l'idée ici, c'est dans les carrés maraîchers, c'est de développer, en fait, faut imaginer une ferme maraîchère, donc production de légumes, avec un agriculteur, le maraîcher, qui va faire les travaux structurants. Donc c'est lui qui va faire un plan de culture comme un maraîcher professionnel va le faire. Donc c'est-à-dire au 1er janvier, il sait tout ce qu'il va planter sur l'année. Il fait un plan de culture, il fait les travaux du sol, donc c'est lui qui retourne le sol quand il faut, qui fait les plantations, les semis, qui installe l'irrigation automatique. Et puis, il va y avoir des clients, que nous on appelle les légumeurs, et qui ont aussi accès à cette ferme maraîchère, et qui louent à l'année une partie de cette ferme maraîchère. Donc, ils ont une parcelle, et sur cette parcelle, ils vont pouvoir récolter leurs légumes, être grosso modo autosuffisants en légumes de saison, et ils vont être aussi fortement accompagnés par le maraîcher, qui, un peu comme nous, quand on est agronome, on a aussi un rôle d'animateur. Lui, il est maraîcher, il a aussi un rôle d'animateur pour accompagner justement ces légumeurs avec des cours de jardinage, voire parfois de maraîchage, parce que l'intérêt, c'est que les gens, quand ils viennent, forcément, ils regardent leur parcelle. Et en fait, dès qu'on fait un cours, on peut dézoomer et regarder cette fois-ci l'échelle de l'exploitation, et le maraîcher peut expliquer son métier. Donc on renoue en fait du lien, ce qui était vraiment l'objectif principal de Terre au Ciel, entre les consommateurs et les producteurs. Et puis, donc ça, malgré tout, on avait besoin de le tester parce que c'est une offre qui n'existe pas encore, et on est un peu entre le jardin partagé et entre l'exploitation où il y a de la vente directe. Donc, il fallait savoir si on répondait à un besoin. Donc, on a testé cette offre sur 2000 m², donc c'est 0,2 hectares, ça ne suffit pas du tout à trouver un modèle économique viable. Mais on a testé cette offre l'année dernière sur 6 mois. On s'est aperçu qu'avec 24 familles qui étaient, on va dire, des bêta-clients, qui avaient vraiment, en tout cas, qui semblait bien y avoir un besoin, qu'on répondait à ce besoin de certains qui ont envie de faire pousser leurs légumes, mais comme je vous disais, qui ont toutes ces contraintes, qui ont envie de comprendre le métier de l'agriculteur, mais comment je fais quand j'ai pas spécialement ni l'envie, ni le temps d'aller passer une semaine dans une exploitation agricole. Donc ces 6 mois, on les a testés l'année dernière, et puis là-dessus, cette année, on a repris le test de nouveau sur 2000 m². Enfin, l'année dernière même, c'était 1500 m², 24 familles, et cette année, c'est 2000 m² pour 37 familles, où on teste cette fois-ci le modèle sur 1 an complet. Et l'année dernière, on était avec un stagiaire qui jouait le rôle de maraîcher. Cette fois-ci, on a embauché un maraîcher à mi-temps sur cette partie. Et où on continue de tester notre modèle et de voir qu'il y a une vraie demande, puisque sans faire de communication, là on en est à 37 familles, plus une cinquantaine qui sont déjà sur liste d'attente. Eux, ils font, là on a des volontaires qui font un peu
la pesée de leur récolte. On s'aperçoit que ils sont là ça fait 6 mois entre avril et septembre, donc 5 ou 6 mois. Ils sont déjà en fait en moyenne à 600 € d'équivalent fruits et légumes récoltés pour une cotisation qui est d'à peu près de 400 € l'année. Donc eux, ils s'y retrouvent en fait sur le prix déjà, et puis ensuite ils s'y retrouvent sur tout le reste de ce que je disais en fait lié à la connaissance, aux ateliers, aux formations qu'on peut organiser. Et donc pour terminer, là ça y est, ça fait 2 ans qu'on teste ce modèle et qu'on s'aperçoit que oui, on tient quelque chose, et donc on attend de pouvoir migrer sur le site définitif qui est au-dessus de Bordeaux-Rouge, cette fois-ci sur 3 hectares. Donc l'ambition c'est d'accueillir entre de 250 à 300 familles qui pourront être sur ce site, embaucher 2 personnes avec vraiment un maraîcher et plus un animateur grosso modo nature, donc l'un et l'autre pourront faire un peu les 2 métiers, mais on a un spécialiste de chacun, et du coup d'avoir un vrai impact à la fois sur une nouvelle forme d'agriculture qui est adaptée au milieu urbain, et un impact aussi plus à l'échelle d'un quartier, avec quand on dit 250 à 300 familles qui deviennent autosuffisantes en légumes, qui en parlent aussi autour d'eux, qui se rendent compte de ce que c'est l'agriculture, là on commence à avoir un impact justement sur renouer ce fameux lien entre consommateurs et producteurs. Et pour terminer, Toulouse Impact, donc le prix qu'on a remporté, lui, il va être utilisé justement sur ce site définitif, parce que là on va avoir des gros besoins en trésorerie pour lancer ce projet. C'est à peu près 100 000 € d'investissement sur le site définitif, qu'il faut sortir à un moment où il n'y a pas encore de clients et du coup pas encore de trésor qui est rentré, et bien sûr les salaires qu'il faut aussi payer. Donc ça va être utilisé sur cette partie. Donc en ce qui me concerne, donc, je suis Guillaume Chauchon, l'un des cofondateurs de la société La Milpa. Et c'est intéressant d'entendre Florian avant parler des perspectives dans lesquelles ils s'inscrivent, et notamment en termes de paysage. Nous, on a, je dirais, un peu fait le même constat quand on a commencé notre activité il y a un peu plus de 2 ans. C'était de se dire que les espaces verts en ville étaient souvent considérés comme une obligation, une charge, y compris financière. Et on a essayé de réfléchir à une manière de valoriser ces espaces qui soit différente et qui soit orientée vers l'agriculture urbaine notamment. Voilà. Et l'autre enjeu pour nous, c'était de contribuer à l'émergence aussi d'un métier qui soit un peu différent, qui soit intermédiaire entre le jardinier et le maraîcher, si je puis dire. Et du coup, on en est venu à proposer une offre différente, alternative aux prestations habituelles en matière d'aménagement paysager et d'entretien paysager. Et l'une des différences essentielles, c'était de proposer en gros à toutes les structures qui avaient des espaces verts, donc des espaces de bureaux, des copropriétés, des bailleurs sociaux, des collectivités, enfin partout où il y a en gros une pelouse, de proposer d'avoir une prestation qui soit différente et qui intègre notamment des parcelles maraîchères. Alors c'est des parcelles qui peuvent aller de 100 m² à 1000 m², tout dépend des espaces dont on dispose, mais avec un modèle qui est très classique, qui est celui de n'importe quelle entreprise d'espace vert, c'est-à-dire avec un contrat d'entretien. Mais c'était pour nous une manière qui nous semblait intéressante d'assurer aussi à l'agriculture en ville un modèle économique. Voilà, qui est quand même une des questions qui se posent dans le domaine de l'agriculture urbaine. Voilà, donc ça c'est des projets qu'on a initiés il y a à peu près donc un peu plus de 2 ans maintenant, avec des clients assez diversifiés. Et puis il se trouve qu'un certain nombre de nos projets se sont orientés assez rapidement vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc pour des bénéficiaires qui étaient pour lesquels je dirais notre impact en termes d'alimentation était important, puisque là où on installait des potagers, notamment des potagers de grande dimension, dans des espaces verts, c'était aussi du pouvoir d'achat en plus pour les gens qui habitaient là ou qui travaillaient là. Et donc on a eu envie de creuser cette piste-là et de s'orienter de plus en plus aussi vers une logique de production et donc du coup d'impact aussi alimentaire sur un territoire. Et du coup, on a souhaité initier un nouveau projet complémentaire du précédent. Et ce projet, il s'est concrétisé par la création d'une nouvelle structure qui est la Milpa Insertion, qui, elle, est beaucoup plus dédiée à la production, donc la production horticole de plants. Donc il y a à peu près 75 à 80 000 plants de légumes, d'aromates, de fleurs vivaces
qui vont sortir de la serre, enfin, qui ont commencé à sortir, mais qui vont beaucoup sortir à partir du printemps, parce qu'on est quand même sur une activité saisonnière. Donc une activité de production horticole, une activité de petit maraîchage urbain. Donc quand je dis petit maraîchage urbain, c'est-à-dire qu'on est sur des parcelles d'à peu près 1000 m². Aujourd'hui, on a 3 parcelles de ce type-là sur la métropole. Il y en a d'autres qui sont en projet. Et là, l'idée est de valoriser des espaces qui peuvent être temporairement disponibles. C'est-à-dire de se dire, on a des espaces qui sont au mieux délaissés, au pire mal utilisés, et qui s'inscrivent souvent dans une logique aussi de projet, de renouvellement urbain. Et donc l'idée pour nous, c'est d'installer des parcelles de maraîchage qui soient opérationnelles et productives le plus rapidement possible, par un certain nombre de techniques qu'on met en œuvre et qui nous permettent de tirer le meilleur parti d'une parcelle qui sert à la fois de support de production, mais aussi de support pédagogique, d'animation, pendant un temps donné qui peut être 2 ans, 3 ans, mais qui peut être un peu plus long. Tout dépend des projets dans lesquels on se situe. Et puis on a une troisième activité qu'on va essayer de développer cette année, qui est une activité vraiment dédiée pour le coup à du maraîchage beaucoup plus traditionnel, en tout cas dans ses dimensions, avec l'installation d'une exploitation maraîchère en secteur urbain ou immédiatement périurbain, et notamment peut-être sur le site de Paléfiquette dont parlait Florian tout à l'heure, un peu au-dessus de Bordeaux-Rouge. Voilà, l'idée pour nous, c'est d'avoir, en matière d'agriculture urbaine, nous on est avant tout opérateur, on n'est pas bureau d'études, on est opérateur. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir jouer un peu sur toute la chaîne, selon les surfaces dont on dispose, du petit potager urbain jusqu'à l'exploitation maraîchère, et tout ça dans un secteur urbain, et de le faire aussi en essayant de promouvoir vraiment ce nouveau métier dans lequel on croit, qui est vraiment un métier hybride de jardinier, de maraîcher, et de le faire aussi par le biais de l'insertion, puisque toutes ces activités de production sont aujourd'hui portées par un chantier d'insertion, qui du coup nous permet aussi de proposer une offre en secteur urbain qui soit peut-être un petit peu différente des offres traditionnelles en matière d'insertion, et qui puisse permettre à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi de bénéficier d'une certaine vogue autour des métiers de l'agriculture urbaine, et du coup de faire profiter des personnes en insertion de cette tendance positive-là. Voilà. Et donc du coup, ce projet-là est porté par une société coopérative d'intérêt collectif. C'était la forme qui nous semblait la plus appropriée pour à la fois concilier la vocation économique de la société, mais aussi ses objectifs d'insertion et son ancrage dans un et plusieurs territoires dans lesquels on a nos projets. Et donc pour nous, l'idée à travers cette société coopérative, c'est aussi d'intégrer nos clients et nos fournisseurs, nos bénéficiaires, et puis aussi nos partenaires, puisqu'on est sur des projets qu'on mène avec des partenaires. Et donc ça nous permet aussi d'intégrer différents acteurs sur les territoires. Je pense notamment à des partenaires sur Eden aujourd'hui. Je pense à Récup Occitanie qui est aujourd'hui déjà sociétaire de notre société coopérative. Je pense notamment aux régies de quartier, pas de la régie agricole, mais aux régies de quartier, avec lesquelles on est en train de travailler à des partenariats aussi aujourd'hui. Donc cet ancrage dans le territoire, il se concrétise aussi pour nous par la création de cette société coopérative. Du coup, pour me présenter, Loïc, un des co-gérants de la coopérative Bière des Régions. Donc en fait, nous sommes une coopérative de distribution de bière artisanale occitane. Pour vous raconter un peu l'histoire et l'idée qui a fait émerger la coopérative, donc on est avec mon collègue, on était brasseurs amateurs. Et du coup, on voulait apprendre auprès des brasseurs artisanaux de la région pour savoir quelle était la réalité d'une brasserie artisanale. Et c'est à leur côté qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, quels étaient leurs atouts, leurs faiblesses et les points qui pouvaient être freinants pour leur développement. Et on s'est rendu compte notamment que
la logistique, donc tout ce qui va être le stockage des bières, la livraison, était quelque chose qui était extrêmement chronophage pour les brasseurs artisanaux, dans le sens où il y a une demande qui est assez forte. Ce sont des petites structures et leur métier du coup c'est à la fois de brasser leur bière, gérer leur structure, faire les approvisionnements de matières premières, mais également livrer leurs clients. Et comme ils ont un nombre de clients qui augmente au fur et à mesure de leur croissance, ils passent de plus en plus de temps sur les routes au lieu de les passer dans la brasserie en fait, à brasser leurs produits qui est quand même leur cœur de métier. Et donc c'était pour un bon nombre de brasseurs un frein pour leur développement. Du coup, en septembre 2020, donc il y a un peu plus d'un an, on est parti sur les routes d'Occitanie pour présenter le projet d'une coopérative qui permettrait de mutualiser en fait les livraisons des brasseries artisanales occitanes, d'abord sur la région toulousaine, parce qu'on est installé à Toulouse, dans le quartier de l'Ardenne, à côté de l'école de Purpan. Et également, en fait, une structure qui propose du coup une mutualisation de livraison, mais également de la commercialisation, c'est-à-dire un levier supplémentaire pour le développement des brasseurs, dans le sens où la coopérative peut acheter aussi les bières pour les revendre à d'autres clients. Donc voilà un petit peu ce qu'on s'est rendu compte en rencontrant les brasseurs. On a eu, donc, durant cette semaine où on est parti à la rencontre des brasseries, on a rencontré environ une grosse vingtaine de brasseries. Peut-être 18 ou 19 brasseries nous ont dit mais on a absolument besoin de ça, c'est quelque chose, c'est réellement un frein. Donc on a commencé à réfléchir au format coopératif parce que c'était intéressant pour nous d'avoir les producteurs, les brasseurs dans la gouvernance de la structure et qui puissent avoir leur mot à dire sur la stratégie de la structure et que ça apporte une transparence totale, ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les structures de distribution classiques. On va dire que c'est plus axé sur le commercial, il y a peut-être un peu moins de transparence et donc c'était une demande aussi forte. Donc voilà, on s'est créé, l'AG a eu lieu en avril 2021, on a déposé les statuts début mai 2021, donc on a aujourd'hui 6 mois d'existence, donc on est une toute jeune structure. Et du coup, pour vous expliquer concrètement ce que l'on fait, donc on a 3 grands axes dans la coopérative. Donc le premier, donc on a un entrepôt qui est situé à l'Ardenne, nos bureaux là-bas aussi. On stocke une partie des bières de chacun de nos brasseries sociétaires. En fait, les brasseurs vont nous envoyer leurs commandes et nous, on va le livrer pour leur compte sur une zone qui est Toulouse et 50 km autour de Toulouse. J'ai pas présenté encore, j'ai dit un petit peu en 2 mots, mais les brasseries qui sont sociétaires sont les brasseries vraiment artisanales de la région Occitanie, c'est-à-dire qu'elles ont leur siège dans la région, ce sont que des brasseries locales. Après, la région est quand même grande, donc on a beaucoup de brasseries de l'ancienne région Midi-Pyrénées, mais on a également qui sont vers Perpignan, Montpellier, même jusqu'à Nîmes. Et donc l'objectif en fait c'est de mutualiser la livraison au lieu que chacun des brasseurs aille faire ses livraisons dans globalement les mêmes points de vente, c'est-à-dire des cavistes, des épiceries, des bars ou des restaurants. En fait, c'est une structure qui va faire la livraison pour le compte de toutes ces brasseries. Donc, en plus de libérer du temps pour les brasseurs, il y a une logique environnementale aussi derrière, dans le sens où, au lieu que 20 camions fassent les mêmes tournées, en fait, il n'y en a plus qu'un seul. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, en fait, c'est, comme je dis, donc, le levier commercial, c'est-à-dire qu'on sélectionne parmi les gammes de chacun de nos brasseurs les bières qui représentent selon nous leur univers ou leur spécificité. Donc on sélectionne entre 3 et 6 bières par brasserie. Et en fait, on monte comme ça un catalogue qui nous permet d'aller proposer des bières artisanales locales à de nouveaux clients. Donc on va démarcher des bars, on va démarcher de nouvelles épiceries, des cavistes qui soit avaient déjà une première offre de bière artisanale et qui voulaient l'élargir, ou soit n'avaient pas encore passé le pas, on va dire, étaient restés sur plutôt des bières industrielles, sans le sens péjoratif, mais dans le sens, c'est les bières qu'on voit un petit peu partout,
et d'essayer de leur dire, bah voilà, on a la chance en Occitanie d'avoir une diversité qui est juste incroyable en termes de brasserie, les produits qui sont quand même de plus en plus qualitatifs, originaux, divers, et du coup, donc c'est faire vraiment cette promotion des bières artisanales locales. Et le dernier axe, en fait, on voit un peu plus large que les brasseries, dans le sens où on a au sein de la structure coopérative d'autres entreprises qui sont incluses dans la filière brassicole, c'est-à-dire des entreprises en amont, comme on a une malterie par exemple. On aimerait accueillir une houblonnière, ou des houblonnières qui sont en train de se monter sur le territoire. Et on a également une société qui fait de la consigne, Consigne-Up, que peut-être ça parle à certains, qui ont aussi été lauréats du prix d'appel à projet Toulouse Impact. Et en fait, l'objectif, c'est d'essayer de créer des synergies entre ces structures. D'une part, en rassemblant ces personnes et ces structures 1 à 2 fois par an, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. En fait, là, c'est une jeune filière, la filière brassicole artisanale, donc essayer de rassembler les gens, qui puissent avoir des échanges, mais également de trouver des synergies plus opérationnelles, dans le sens où, par exemple, pour notre cas, on fait vraiment de la logistique, c'est-à-dire qu'on est tous les jours dans notre camion en train de livrer pour le compte des brasseurs. Donc, on est les plus destinés, on va dire, à livrer des bouteilles pleines et récupérer des bouteilles vides. On est au contact des clients. Mais également, par exemple, pour un brasseur, quand il vient livrer ses bières à la coopérative, à l'entrepôt, qu'on puisse avoir des stocks de malt, de houblon, et qu'il puisse repartir en fait avec ses matières premières pour brasser sa bière. Donc en fait, c'est créer ces synergies-là aussi plus opérationnelles. Et créer aussi également des projets collectifs. Encore, on n'a pas eu le temps aujourd'hui de vraiment se pencher sur ces notions de projets collectifs, dans le sens où on est une jeune structure, on n'a pas encore le temps de le faire, mais c'est de se dire, là on travaille dessus, au lieu que chacun des brasseurs prenne le CO2, les bouteilles de CO2 en fait pour tirer, pour les tireuses, tous les brasseurs ou les restaurateurs, tout le monde qui a une tireuse a besoin d'une bouteille de CO2, et au lieu que chacun aille se chercher avec un fournisseur différent, en fait la coopérative travaille avec un gros distributeur, ce qui permet d'avoir des tarifs plus intéressants. Et pareil, quand les brasseurs viennent à la coopérative poser leur bière, ils peuvent récupérer des bouteilles de CO2. Donc ces projets collectifs-là. Voilà ce que l'on fait. On fait également, on propose des coffrets, on va dire découvertes, pour un public plutôt de particuliers, pour les gens qui ont envie de découvrir les bières artisanales de la région. Où, en fait, voilà, c'est pas notre cœur de cible, mais ça permet en fait des gens qui sont intéressés de dire bah voilà, regardez la diversité des bières que l'on a, et de style, de goût, voilà, c'est vraiment large. Et Toulouse Impact, en fait, donc on a postulé à cet appel à projet qui va nous permettre en fait de nous aider à nous développer dans le sens où on a besoin de matériel de logistique, un gerbeur, on a besoin de racks pour pouvoir stocker plus de bière. Et donc ça va être un coup de pouce et même commencer à payer des premiers salaires, on espère en avril 2021. 2022, merci, ouais, c'est vrai, ça va vite. Voilà un petit peu à quoi va... Enfin, c'est un coup de pouce qui va nous permettre vraiment de se dire on va pouvoir investir dans du matériel qu'on aurait un petit peu plus réfléchi avant, et là ça va vraiment nous aider à avancer plus vite. Donc voilà, et en quelques mots. Merci.